Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, le jeu que je vous présente est un jeu qui a eu un beau succès sur Kickstarter, qui est passé plusieurs fois par Kickstarter pour faire différentes éditions du jeu, et j'ai nommé le jeu Aeon's End. Aeon's End est un deck building game, donc un jeu de cartes développé par Kevin Riley, édité par IndieCard Board & Cards pour la dernière version. C'est un jeu coopératif qui va se jouer de 1 à 4 joueurs, qui va prendre environ 1 heure à peu près pour jouer une partie. Dans ce jeu-là, les joueurs vont incarner plutôt des espèces de magiciens qui contrôlent l'énergie de différents portails que des créatures maléfiques ont utilisé pour arriver sur Terre et balayer l'humanité. Il reste une ville encore debout et les magiciens sont là pour défendre cette ville-là contre une grosse créature qui arrive avec son armée de minions pour détruire ce qui reste de l'humanité. Je précise que pour Aeon's End, il y a deux boîtes de base disponibles. Il y a la boîte Aeon's End et il y a la boîte Aeon's End War Eternal. La boîte que je tiens dans les mains ici, c'est War Eternal. Les deux boîtes sont parfaitement compatibles l'une avec l'autre. On peut mélanger le contenu des deux boîtes sans aucun problème. Et on peut acheter n'importe laquelle des deux boîtes si on veut commencer. Là, à part des petits aspects esthétiques, il n'y a pas de évidemment le choix des cartes. Il n'y a pas de différence mécanique entre les deux boîtes. Donc on prend celle qui nous plaît. Davantage. Donc, comme à l'habitude, je vais vous montrer comment on installe le jeu. C'est un deck building game, c'est probablement donc des mécaniques que vous connaissez, mais Aeon's End a 2-3 petites différences notables. Je vous montre comment on installe le jeu, je vous montre comment ça fonctionne et je vous dis ce que j'en pense à la fin du vidéo. Première chose qu'on va avoir à faire pour s'installer une partie de Aeon's End, c'est de choisir nos héros. Chaque héros vient avec une fiche cartonnée comme ceci. On en a une bonne pile. On peut les prendre au hasard ou les choisir. On va installer une partie à deux. On va prendre ces deux héros-là ici. Ça va être la première étape. Une fiche de héros, ça ressemble à quoi? Il y a plusieurs informations importantes. Première chose sur laquelle je veux attirer l'attention, c'est ce qui est écrit juste ici. Starting Hand, Starting Deck. On voit que lui, dans son Starting Hand, sa main de départ, il y a une fois la carte Torche, 3 fois la carte Cristal, une fois la carte Spark. Dans sa partie Starting Deck, son deck de départ, il y a 3 fois la carte Cristal, 2 fois sa carte Spark. Ce qui veut dire que ce personnage-ci, quand on va l'installer en début de partie, il va aller prendre les cartes qui ont été demandées. 3 Cristal, 2 Spark vont former son deck de départ. Très important, il les place dans l'ordre qu'il veut. Mais ça ici, du côté, il y a une petite place pour installer son deck. Et il y a la carte Torche, la carte Spark, 3 cartes Cristal qui vont constituer sa main de départ. Ça, il va commencer avec ces cartes-là dans sa main. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour le joueur de départ? Ici, j'ai le haut de la carte. J'ai 4 symboles qui vont m'indiquer les portails de ce personnage-là. Un petit symbole un espèce de rond doré comme celui ici va m'indiquer que le portail commence ouvert. Les autres symboles, si j'en regarde de plus près, on voit qu'il y a un des 4 côtés du symbole qui est plutôt doré, les 3 autres étant blanc. Ça va m'indiquer de quelle façon placer ces portails-là au début de la partie. Chaque joueur va avoir une série de portails. Les jetons portails ressemblent à ceci. Donc, on a vu que ce personnage-là avait un portail. Son portail numéro 1 sont indiqués avec des chiffres romains. Son portail numéro 1 va commencer ouvert. Les 3 autres portails vont commencer fermés. Et de l'autre côté, on a le côté doré qui est indiqué sur le jeton. On va le placer tout simplement dans le même sens. Ça va influencer les coups qu'on va avoir pour manipuler ces portails-là pendant la partie. Chaque joueur commence avec 10 points de vie. On a un endroit ici pour aller placer des petits jetons de points de vie qu'on peut aller mettre sur la fiche du personnage. On va également, au hasard ou à notre choix, numéroter chacun des personnages. Fait que j'ai des jetons ici qui vont de 1 à 4. On joue une partie à 2. Ce joueur-là sera mon joueur numéro 1. C'est important pour la suite des choses. Et au niveau de la mise en place individuelle, c'est pas plus compliqué que ça. L'autre personnage va faire la même chose. Lui, dans sa main de départ, il y a une série de cartes différentes. Fait que chaque personnage a une main de cartes différente. Ce personnage-là va commencer avec 4 cristaux et la carte Smolder dans ses mains. Et il va commencer avec 5 cristaux dans sa défausse. Ce personnage-là, on voit aussi complètement dans le haut
complètement dans le haut, on voit ici qu'il y a un de ces portails qui est juste pas disponible. Fait que ce personnage-là a 3 portails plutôt que 4. Et aucun de ces portails ne commence ouvert. Les 3 portails commencent fermés, tel qu'indiqué par le symbole C. Alors que ce personnage-là avait un de ces portails qui commençait ouvert et avait un portail de plus pour la partie. C'est important pour les personnages qui ont des endroits qui n'ont tout simplement pas de portail. Il faut respecter les numéros. On voit ici que c'est son portail numéro 1 qui ne sera jamais disponible. Donc quand on va donner une série de jetons portail à ce joueur-là, on va tout simplement enlever le jeton numéro 1, puis on va lui donner les 3 autres qu'il va placer comme faux sur sa fiche. Fait que pour la mise en place individuelle, c'est pas plus compliqué que ça. Deuxième étape, c'est de choisir quel vilain on va affronter pour la partie. Là, le jeu vient avec un paquet de vilains différents. Les vilains qui sont sur fond blanc viennent plutôt de la boîte de base de Aeon's End War Eternal, tandis que les vilains qui sont plutôt sur fond brun beige viennent de la boîte de base Aeon's End qui n'a pas de sous-titres. On fait juste choisir un vilain. Un vilain vient avec différentes informations. D'abord, à l'endos, on va avoir les règles additionnelles de mise en place qui concernent ce vilain-là. De l'autre côté, on va avoir des informations sur le vilain en tant que tel. Certains vilains, comme celui-là ici, Knights of Shackle, vont venir avec un plateau personnel, vont venir avec des jetons supplémentaires. On ne prendra pas celui-là. Chaque vilain vient avec un deck de 9 cartes qui lui est spécifique avec lequel on a une mise en place qu'on doit faire. D'autres vilains ne viennent pas avec des jetons supplémentaires, mais viennent avec un autre deck de cartes. Le deck de cartes de 9 cartes qui vient avec le vilain et un autre deck de cartes qui généralement est identifié avec le symbole du vilain. Comme j'ai dit, certains vilains viennent avec des plateaux spécifiques pour eux autres. Leur deck de cartes viennent avec des séries de jetons. D'autres vilains finalement viennent avec un deuxième deck de cartes et avec des jetons, eux aussi, pour ce vilain-là. Fait qu'on choisit un vilain. Disons que pour notre exemple, on va choisir le vilain Rageborn. Le vilain Rageborn vient avec une série de jetons à son effigie. Vient avec un deuxième deck de cartes. Donc le deck de cartes, chaque vilain a un deck de 9 cartes. Mais Rageborn en a un deuxième qui est un deck de Strike. Et on va pouvoir commencer la mise en place en tant que telle. Première chose qu'on va faire, c'est que sur la fiche, ici complètement à gauche, ou pour les fiches qui sont en blanc, c'est en plein centre, juste ici, j'ai le nombre de points de vie que le vilain va avoir pour la partie. Fait que dans le cas de Rageborn, j'ai 70 points de vie. Le jeu vient avec un compteur qui ressemble à ceci, qu'on va aller placer sur le 70 pour identifier le nombre de points de vie que je dois faire pour battre, le nombre de points de dégâts que je dois faire pour battre ce vilain-là. On se place ça quelque part au centre de la table pour que tout le monde y ait accès. On va aller placer, si le vilain a un deck de cartes spécifique pour lui, on va aller le placer près du vilain. On va aller placer ses jetons proches de lui aussi. C'est des jetons recto verso qui servent pour 2 vilains. D'un des côtés, qui servent pour Rageborn. Et on va avoir une mise en place particulière à faire avec son autre deck de 9 cartes. Je vous montre ça à l'instant. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette pile-là, cette pile de 9 cartes-là qui vient avec mon vilain, que chaque vilain a? Bien, premièrement, je vais remarquer que cette pile-là de cartes est séparée en 3 piles de 3. J'ai 3 cartes qui sont numérotées du chiffre 1 complètement en bas à droite. D'ailleurs, la carte est identifiée avec le nom du monstre. Ici, Rageborn. J'ai 3 autres cartes qui sont identifiées avec le chiffre 2. Et j'ai finalement 3 autres cartes qui sont identifiées avec le chiffre 3 dans le bas. Je vais avoir à les séparer, ces 3 piles de cartes-là, pour me faire justement 3 piles de 3 cartes. Et on va construire un deck de cartes pour le vilain en 3 tiers. Pour construire le deck de cartes, je vais aller chercher dans mes boîtes de base les cartes avec les mêmes numéros complètement en bas à droite. Fait que toutes mes cartes numérotées 1, toutes mes cartes numérotées 2, toutes mes cartes numérotées 3. On voit que sur ces cartes-là, d'ailleurs, c'est précisé le mot Basic à l'intérieur pour montrer que ce sont les cartes de base. Fait que ces cartes-là, on va les retrouver avec tous les vilains. Et on va avoir à choisir un certain nombre de cartes selon le nombre de joueurs. Par exemple, dans une partie à 2 joueurs, ce que je suis en train d'installer, je vais avoir à prendre 7 cartes de la pile 3, 5 de la pile 2 et 3 de la pile 1. Et mélanger ça avec les cartes du haut. On les prend au hasard. Et je précise que si, comme moi, on a 2 boîtes de base qu'on a mélangées ensemble, ça peut augmenter de façon involontaire la difficulté du jeu parce que nos decks de cartes vont peut-être être moins équilibrés dans le type d'effet qu'ils vont faire. Donc ici, je prends 7 cartes. Je vais prendre les 3 cartes numéro 3 de Rageborn
que je vais aller mélanger à l'intérieur de ça et ça va former la dernière partie du paquet de cartes. Je vais prendre 5 cartes de niveau 2 qu'on fait juste mélanger. On en prend 5, on mélange les 3 cartes de Rageborn à l'intérieur et on met ça sur le dessus du paquet. On en prend 3 du niveau 1. On mélange les 3 cartes de Rageborn avec ces 3 cartes-là. Et on met ça sur le dessus du paquet. Ça va être le paquet du vilain. Les autres cartes numérotées 1, 2 et 3, on n'en aura pas besoin pour cette partie-là. Fait qu'on peut les mettre de côté. On enlève ça. Et avec ça, j'ai la mise en place de mon monstre qui est faite complètement. Fait que j'ai son nombre de points de vie. J'ai ses jetons de disponibles si ce monstre-là en a. Ce n'est pas tous les monstres qui en ont. J'ai un deck de cartes de plus certains monstres longs. J'ai son deck de cartes qui est construit sur tous les monstres longs, puis j'ai sa fiche du monstre. Fait que là, il va me rester à faire la mise en place générale, la mise en place du marché. Donc, notre marché de cartes dans Aeon's End, comment il fonctionne? Aeon's End est un deck building game, donc on va avoir des cartes à acheter en cours de jeu, en cours de partie, puis on va toujours avoir 9 choix différents. Je précise qu'on va construire le marché d'une partie à une autre, un peu à la Dominion. Fait qu'on n'a pas toujours les mêmes cartes d'une partie à l'autre. Fait qu'on peut soit servir des randomizers, des cartes pour créer de façon aléatoire notre marché, tout à fait comme dans Dominion, soit on peut les choisir, on fait ça comme on veut, c'est un jeu coopératif, fait qu'on s'arrange. Je précise que j'ai ici chaque randomizer, chaque carte représente un paquet de cartes. C'est un randomizer, mais j'ai beaucoup d'extensions. Dans le jeu de base, il y a beaucoup de choix, il n'y en a pas autant que ça, mais il y a évidemment beaucoup de choix déjà dans le jeu de base. Les choses importantes à faire pour la construction du marché, c'est le type de carte qu'on va choisir. Ici, vous voyez dans le haut, j'ai 3 cartes qui sont sur un fond mauve, comme ça ici. Les cartes sur fond mauve vont représenter les gems qui sont à l'intérieur du jeu. Ce sont des piles de 7 cartes et je dois en choisir 3 piles comme ça pour la partie. Je précise que chaque carte, on a le coût de la carte pendant la partie, combien ça va coûter l'acheter, et on a l'effet de la carte dans le bas. Les cartes mauves, les gems, sont les cartes qui vont me donner la ressource d'achat du jeu qui est représentée par ce petit symbole-là juste ici. Donc, je dois en choisir 3. Fait que j'ai choisi le Jade, le Searing Ruby et le Clouded Sapphire. Fait que ces 3 piles de cartes-là, on les place sur le marché. Moi, je les ai placées dans un ordre croissant de coût pour une raison de simplicité. On a aussi des reliques qu'on va choisir. On va avoir à choisir 2 reliques dans le jeu. Les reliques, la structure de la carte est la même. Le coût, l'effet de la relique quand on la joue, identifié par le mot relique dans le bas, on doit choisir 2 piles de reliques. Et les reliques viennent avec 5 cartes par pile plutôt que 7 pour les gems. Dernière chose qu'on va avoir à choisir, ce sont les sorts de spells. On va avoir à en choisir 4. La structure de la carte toujours la même, le coût et l'effet de la carte. Les spells, les sorts viennent aussi en 5 exemplaires par pile. On se choisit 4 sorts qu'on va aller placer à l'intérieur de notre marché. Une fois qu'on a nos 9 piles de cartes, le marché est prêt, on met ça au centre de la table pour que tout le monde y ait accès. Les 2 dernières choses qu'on va avoir à faire pour préparer notre partie vont être de préparer la réserve de points de vie de Gravehold. Gravehold, c'est la ville qu'on défend dans le jeu. Fait qu'on a un petit marqueur de points de vie comme ça qu'on va aller placer sur 30. Gravehold a toujours 30 points de vie. Et on va aller construire notre deck de tour de jeu. Dans ce jeu-là, le tour de jeu est aléatoire. On ne sait pas qui va jouer dans quel ordre. Par contre, on connaît les probabilités. Selon le nombre de joueurs, on va avoir un nombre de cartes à mettre dans notre deck de tour de jeu. Peu importe le nombre de joueurs, on va toujours mettre les 2 cartes Nemesis, qui sont comme ça ici, dans notre deck. On va aussi ensuite rajouter des cartes selon le nombre de joueurs. Si je joue à 4 joueurs, on va tout simplement mettre les 4 cartes 1, 2, 3 et 4 pour identifier les 4 joueurs. Si on joue à 3 joueurs, on va mettre 1, 2, 3 plus le Wild, la carte Wild. Et si on joue à 2 joueurs, ce qui est le cas présentement, on va aller mettre 2 cartes 1, 2 cartes 2 dans le deck pour que mon deck ait toujours 6 cartes. On va brasser ça. On va mettre ça proche de la table pour que tout le monde y ait accès. Fait avec nos marqueurs, avec notre vilain, avec notre marché, avec nos fiches de personnages, là, on va être prêt à commencer une partie en tant que telle. Maintenant, comment on gagne ou on perd une partie de Aeon's End? De façon générale, il y a une façon de gagner. On va amener, tranquillement, pas vite, notre vilain à 0 point de vie. Si on lui enlève son dernier point de vie, on remporte la partie. Des façons de perdre, il peut en avoir plusieurs. Premièrement, si Gravehold se fait détruire, si Gravehold tombe à 0 point de vie, on perd la partie automatiquement. Gravehold est la dernière ville de l'humanité que nous tentons de protéger en étant des magiciens qui se servent de l'énergie des portails que les monstres utilisent pour arriver d'une autre dimension pour venir
tout péter. Mais si ces monstres-là réussissent à détruire la ville de Gravehold, on perd la partie. C'est le dernier bastion de l'humanité. Sinon, les joueurs, graduellement, au fur et à mesure que la partie va avancer, vont perdre leur point de vie. Si un joueur meurt, ce n'est pas la fin du monde, c'est très grave, mais ce n'est pas la fin du monde, il n'y a pas d'élimination, le joueur continue à jouer, mais il y a des conséquences sur la ville et sur les effets de jeu. Mais si par contre tous les joueurs meurent en même temps, ben là, à ce moment-là, on a également perdu la partie. Aussi, certains monstres vont avoir des conséquences de défaite particulières. Un joueur va ramasser un certain nombre de jetons. Quand il en a ramassé un certain nombre, il va remporter, pas un joueur, mais le monstre, quand il a ramassé un certain nombre de jetons, il va faire perdre tous les joueurs. Un autre monstre va graduellement, ses points de vie vont monter. Puis quand il va atteindre un certain nombre de points de vie, il va gagner la partie automatiquement, faisant perdre tous les joueurs, ainsi de suite. Fait que ici, dans les Additional Rules sur le monstre, il peut y avoir une condition de défaite supplémentaire pour les joueurs. Mais de façon générale, soit tous les joueurs meurent, soit la ville de Gravehold est détruite. Un tour de jeu, comment ça va fonctionner? Ça va être extrêmement simple. J'ai déjà dit comment on préparait le Turn Order Deck, le deck d'ordre de tour de jeu. Ben, on va tout simplement, à chaque tour, révéler une carte. Et ce joueur-là va prendre un tour. Dans ce cas-ci, ce serait le joueur 1 prend un tour. Quand il a fini de prendre son tour de jeu, on va revenir sur comment ça se passe. On révèle une nouvelle carte. Là, c'est le joueur 2. Et on continue. Ah, le joueur 2 joue encore. Le méchant prend un tour de jeu. Le joueur 1 joue. Le méchant prend un deuxième tour de jeu. On rebrasse les 6 cartes. Comme ça. Et on continue à les révéler une par une. À chaque fois qu'une carte est révélée, le joueur qui est désigné, soit l'un des joueurs, soit le vilain, prend un tour de jeu. Et quand le deck de cartes est passé au complet, on brasse les 6 cartes pour reformer le deck et continuer à révéler le tour. Donc on sait que sur une phase de 6 rounds de jeu, chacun va jouer 2 fois dans une partie à 2. Le méchant va jouer 2 fois, chacun des joueurs va jouer 2 fois. Dans une partie à 4, chacun des joueurs jouerait une fois pendant que le méchant joue 2 fois. Mais on ne sait pas dans quel ordre ces tours-là vont venir. Fait que là, tout ce qu'il me reste à dire, c'est comment un tour de jeu se prend pour un joueur, comment un tour de jeu se prend pour le méchant. Je vais commencer par le méchant. Donc, comment fonctionne le méchant? On prend un tour de jeu. Ah, c'est au Némésis de jouer. Comment ça fonctionne? Premièrement, si le Némésis a des cartes devant lui, ce qui n'est pas le cas présentement, il va activer toutes ses cartes en commençant par la plus ancienne, celle qui est là depuis le plus longtemps. Ensuite, une fois qu'on a activé toutes ses cartes, ce qui est le cas présentement parce qu'il n'y en a aucune, le Némésis va jouer une carte. Le Némésis peut jouer 3 types de cartes. Il y a les cartes de type Power, il y a les cartes de type Minions qui sont sur fond bleu et il y a les cartes de type Attaque qui sont sur fond mauve. Comment fonctionnent ces 3 types de cartes-là? Bien, dans le cas des cartes Power, on va avoir à utiliser des petits jetons Power pour garder mémoire de ce qui se passe là-dessus. Les cartes Power ont toujours un nombre qui est indiqué. Dans ce cas-ci, ça va être écrit ici dans le bas de la carte Power 2, Power 2. Je vais aller mettre un nombre de jetons Power égal à la valeur du pouvoir de la carte. Dans ce cas-ci, c'est un Power 2. Et la façon que ça va fonctionner, c'est qu'à chaque fois que le Némésis va jouer, on va enlever un des jetons Power. Fait que je rappelle qu'à son prochain tour, ah non, c'est encore à lui, on commence par activer toutes les cartes qui sont devant lui. Donc dans ce cas-ci, j'active la carte Power, j'enlève l'un des jetons, et je rajoute une nouvelle carte. Et la prochaine fois que mon Némésis va jouer, j'active toutes les cartes qui sont devant lui. Comme j'enlève le dernier jeton Power, la carte se déclenche. Dans ce cas-ci, la carte va me dire Unleash Twice. Unleash, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot-clé que tous les Némésis ont. Et sur le Némésis, il y a toujours un endroit où c'est indiqué qu'est-ce que ça fait l'effet Unleash. Fait que l'effet il est personnalisé pour chacun des Némésis. Et il y a beaucoup de cartes là-dedans qui vont avoir le mot-clé Unleash. Dans ce cas-ci, ce Némésis-là, ça me dit qu'il gagne un jeton Fury à chaque fois qu'il fait l'effet Unleash. La carte me disait Unleash Twice. Il gagne 2 jetons Fury. Et une fois que l'effet de Power est déclenché, on va tout simplement le défausser en se faisant une défausse pour la pile de cartes. La plupart des cartes Power, pas toutes, mais la plupart ont un effet to discard. Ce qui veut dire que si pendant le tour de l'un des joueurs, le joueur numéro 1, le joueur numéro 2, le joueur individuellement réussit à accomplir cet effet, dépenser 6 de monnaie, on va tout simplement défausser la carte sans activer son pouvoir. Donc si le joueur 1 pendant son tour, même s'il reste un jeton de pouvoir, réussit à dépenser 6, on va jeter ça, on va défausser ça, puis cet effet-là ne se déclenchera jamais. Fait que ça, c'est pour les cartes Power.
Quels sont les autres types de cartes? Ben, j'ai dit pouvoir avoir des minions. Quand un minion est révélé, on le met devant, il ne se déclenche pas tout de suite, il fait juste apparaître. On lui met le nombre de points de vie qui est indiqué sur sa carte. Et la prochaine fois que le Nemesis va jouer, je le dis toujours, on commence par activer toutes les cartes qui sont devant. Les minions ont tous un effet persistent, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le Nemesis joue, tous ces minions qui sont devant lui se déclenchent. Dans ce cas-ci, ce minion-là, le Howling Spinners, va dire Any player suffer 2 damage. Fait que n'importe quel joueur, au choix des joueurs, va subir 2 points de dégâts. Une fois que l'effet est fait, ben, on joue toujours une nouvelle carte. Et le troisième type de carte possible qu'on peut jouer, c'est les types de cartes attaque. Les types de cartes attaque, c'est des cartes mauves. C'est un texte, on lit le texte, on résout l'effet et on défausse la carte automatiquement. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est écrit Unleashed, donc je rajoute un token. Et ensuite, si jamais il y a 2 cartes dans la défausse du tour de carte, ce qui est le cas, on va Unleashed encore 2 autres fois, ce qui montre le nombre de jetons de Fury de ce monstre-là à 5. Une fois que l'attaque est résolue, on va défausser la carte tout simplement, puis on va continuer. Donc les minions sont des monstres qu'à chaque fois que le Nemesis joue, déclenche un effet. Les cartes Power arrivent avec un certain nombre de jetons et le nombre de jetons va diminuer tranquillement, puis quand on enlève le dernier jeton, la carte se déclenche faisant un effet généralement très négatif. Et les cartes Attaque, ce sont des cartes qui se déclenchent une fois immédiatement, puis qu'ensuite sont défaussées. Fait que le tour du Nemesis, c'est pas plus complexe que ça. Une fois qu'on a sa carte est révélée, on déclenche toutes les cartes devant lui, puis on rajoute une carte. Si c'est une carte attaque, on la fait immédiatement, puis elle défausse. Si c'est une carte power ou minion, elle va rester en jeu jusqu'à temps qu'elle se déclenche, ou jusqu'à temps que les joueurs tuent les minions. Si on amène un minion à 0 point de vie, on fait juste défausser la carte simplement, puis ça s'en va dans sa défausse. En plus de ça, chaque Nemesis va avoir des effets particuliers qu'il faut regarder sur la fiche du Nemesis. Par exemple, lui, ça va être écrit qu'à la fin du tour, s'il y a 4 jetons Fury ou plus, il y a un effet spécial qui se déclenche. Il va faire un strike, il va faire une attaque puissante et il va défausser 4 de ses tokens en faisant ça. 3 tokens en faisant ça plutôt. Fait qu'ici, dans ce cas-ci, à la fin du tour, il y en a 4 ou plus, donc il en défausse 3 et il fait un strike. Quand lui fait un strike, il va piger une carte de son strike deck. On va résoudre l'effet qui est sur la carte. Ici, par exemple, celui qui a le plus de portails ouverts, de breach ouverts, va subir 3 de dégâts, puis ensuite, on va rebrasser le paquet de strike prêt pour sa prochaine attaque. Fait que la prochaine fois qu'il va se ramasser à 4 jetons, il va piger une carte strike, on va résoudre l'effet, puis on va défausser 3 jetons, puis on va continuer comme ça. Fait que pour le tour du Nemesis, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, un tour de joueur, comment ça marche? Mais c'est pas tellement plus complexe. Quand c'est à un joueur de prendre son tour, là, ici c'est mon joueur numéro 1 qui va avoir à jouer. Puis le joueur numéro 1, on se rappelle, on a mis des jetons sur les fiches de joueurs pour savoir qui était qui. Bien, le joueur va tout simplement pouvoir suivre les instructions qui sont sur cette carte. Fait qu'on va toujours commencer par faire une casting phase. Ensuite, il y a une main phase. Puis ensuite, il y a la draw phase. Fait que dans la casting phase, qu'est-ce qui se passe? C'est que précédemment, dans ses tours de jeu précédents, ça se peut que mon machin y ait placé des sorts sur des portails. Un sort qu'il va avoir eu dans sa main, évidemment. Fait que quand son tour commence, la première chose qu'il peut faire, c'est caster ce sort-là. Il peut invoquer ce sort-là. Quand on décide de caster un sort qui a été préparé, je le rappelle, le sort doit être sur un portail et non pas dans sa main. Quand il veut caster un sort, il va tout simplement faire l'effet cast qui est indiqué sur la carte. Par exemple, c'est ici deal 2 damage, deal 1 additional damage for each of your other prepped spells. Je vois que je n'ai aucun autre sort qui est préparé, donc je fais 2 de dégâts. Et une fois que le sort est casté, on va tout simplement le placer dans la défausse. Le 2 de dégâts, sur qui on le fait? Ben, on peut le faire sur un minion s'il y a des minions. On va tout simplement enlever 2 jetons de points de vie. Si on enlève le dernier jeton, le minion est défaussé. Ou évidemment, le 2 de dégâts, on peut le faire directement sur le Nemesis. On n'oublie pas que l'idée du jeu, c'est quand même d'essayer de battre le Nemesis. Je précise que les minions n'empêchent pas d'attaquer le Nemesis à moins que ça soit spécifiquement indiqué sur la carte minion. Le minion que je viens de monter en exemple, mon Howling Spinners, il n'y a aucun effet qui me dit qu'il protège le Nemesis. Fait que je peux tout à fait attaquer Rageborn au lieu d'attaquer ce minion-là. C'est juste que lui, à chaque fois que Rageborn va jouer, celui-là va nous faire perdre 2 points de vie. Donc la première phase, c'est la phase de cast, c'est ça qu'on peut faire. Et si j'ai plusieurs sorts qui sont préparés, ben, je peux tous les caster dans l'ordre que je veux. Je ne suis pas obligé de les caster s'ils sont placés sur des portails qui sont ouverts. Je peux décider de les garder pour une situation plus appropriée.
Deuxième chose qu'on va faire en tant que tel, c'est notre main phase, ben c'est là qu'on va jouer nos cartes. Fait que là, on est dans un deck building relativement classique. Fait qu'on va se faire une zone de jeu et on va aller jouer toutes les cartes qu'on a dans les mains ou toutes les cartes qu'on veut jouer. Certaines cartes, les cartes qui sont sur fond jaune, ce sont des sorts. Fait que pour jouer une carte sort, je dois la jouer sur un portail qui est ouvert. Je vais la jouer comme ça ici. Et comme je viens de le dire, ça veut dire qu'à mon prochain tour, dans ma première phase de jeu, je vais pouvoir caster ce sort-là pour faire l'effet du sort. J'ai un deuxième sort ici, fait que présentement, je ne peux pas le placer parce que je n'ai pas de portail, un deuxième portail d'ouvert. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, avec ma monnaie, ici, les cristaux de base me donnent la ressource du jeu, fait que si chaque cristaux me donne une ressource, donc j'ai 3 ressources à dépenser, ben, je peux ouvrir ou focusser un portail. Si je l'ouvre, on voit ici que sur le haut du portail, j'ai un coût. Par exemple, celui-là, il me coûterait 5 cristaux à ouvrir. Ce qui veut dire que présentement, je ne peux pas l'ouvrir. Par contre, il y a également dans la petite flèche au centre, j'ai un petit coût de focus. Si je paie le coût de focus, dans ce cas-ci, c'est un coût de 2 ressources. Fait que je pourrais dépenser 2 de mes 4 ressources pour focusser mon portail. Ça va me permettre de le tourner, comme ça ici. Et au prochain tour ou à la prochaine phase, il va me coûter moins cher à ouvrir. Cette fois-ci, il me coûte juste 4. Et si au prochain tour, je paie encore le coût de 2 qui est au centre, mais le tour suivant va me coûter juste 3. Puis je peux le faire tourner comme ça jusqu'au maximum que le orange, le doré pointe vers le haut. À ce moment-là, le coût est 2. Et je précise que chaque portail a un coût différent. Lui, son coût de focus, c'est 3 et lui, son coût de focus, c'est 4. Ce qui veut dire qu'au minimum, le moins cher, lui, va me coûter 4 à ouvrir à la fin. On voit le 4 vers le haut. Lui, ça va être 3, puis lui, ça va être 2. Règle spéciale du jeu. Au moment où je focus un portail, je vais le tourner comme ça. Pour ce tour-ci, et uniquement pour ce tour-ci, je peux préparer un sort dessus, parce que je viens de le focuser dans le même tour. Si je n'ai pas fait un focus sur un portail, je ne peux pas jouer un sort sur ce portail-là, à moins qu'il soit ouvert. La seule différence entre les sorts qui sont sur des portails ouverts et les sorts qui sont sur des portails qui sont encore fermés, c'est qu'à mon prochain tour, quand je vais être dans ma phase de casting phase, la première phase, ce sort-là, je vais décider si je l'invoque ou non, puis je l'envoie dans ma défausse si je l'invoque. Ce sort-là, je n'aurai pas le choix de l'invoquer parce qu'il est sur un portail qui n'est pas encore ouvert, donc il est plus instable, difficile à contrôler, fait que je suis obligé de le caster à ma prochaine phase. Donc ça, c'est les deux premières choses que je peux faire. Je peux préparer un sort et je peux soit ouvrir un portail, soit le focusser en le tournant. Si j'ouvre un portail, si je paie le 4 qui est ici, ben, je vais tout simplement le tourner. Et là, pour le reste de la partie, je vais avoir 2 endroits où je peux toujours caster des sorts. Sur les portails 3 et 4, d'ailleurs, les sorts que je casse vont faire plus de dégâts tels qu'indiqué par le plus 1 damage on cast sur le portail en tant que tel. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec mes sous? Ben, je suis dans un deck building game, je peux donc acheter des cartes. Quand j'achète une carte, ben, je vais tout simplement aller payer le coût de la carte. Par exemple, si je vais payer un 2 sous, puis la carte, je vais la placer immédiatement dans ma défausse, laissant les 2 sous que j'ai payés dans une zone de jeu devant moi. Là, disons que j'ai préparé mon Spark, mon sort ici spécial, j'ai préparé ça ici, et là, je viens de payer 2 pour acheter la carte que je mets dans ma défausse. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec mes sous? Ben, ici, dans le bas de ma carte, j'ai un pouvoir spécial. Chaque héros, chaque Breach Mage a un pouvoir spécial qui est généralement très puissant. Mais le pouvoir, je dois le charger tranquillement pour pouvoir le déclencher. Fait à chaque fois que je paie 2, et je peux le payer plus qu'une fois dans le même tour si je veux, fait que si j'ai 8, je peux le payer 4 fois d'un coup. Fait qu'à chaque fois que je paie 2, je vais aller prendre un petit jeton de charge et je vais aller le placer sur ma piste de charge dans le bas de ma fiche. Et je vais continuer comme ça, puis je ne perds pas les jetons de charge d'un tour à l'autre, ce qui veut dire que je pourrais payer 2 par tour, puis éventuellement, je vais remplir ma charge. Quand je remplis ma charge, ben là, j'ai juste à lire les consignes. Fait que lui, par exemple, ça va être écrit « Activate during your main phase ». Fait que je dois attendre que ce soit mon tour de jeu à moi. Et là, je peux défausser tous mes jetons pour déclencher mon pouvoir spécial. Lui, dans son cas, lui, c'est qu'il va, il va défausser de ses sorts pour faire beaucoup de dégâts. Mais chaque personnage a un pouvoir spécial et chaque personnage peut avoir un nombre de jetons différents. Il y en a qui en ont besoin de 6, il y en a qui en ont besoin juste de 4. Fait que ça, c'est une autre chose que je peux faire. Je peux aller placer des jetons de charge dans le bas de ma fiche. Il y a certains sorts qui vont avoir un effet While Prepped. Ça veut dire que si j'ai placé un sort qui a un effet dessus écrit While Prepped ici, par exemple
Devouring Shadow, il y a un effet. Fait que s'il était préparé ici, je pourrais activer l'effet Wild Prep. Once per turn during your main phase, you may destroy a card in hand. Fait que ça pourrait me permettre de détruire des cartes que j'ai dans ma main tant qu'il est préparé. Fait que le prochain tour, je pourrais décider de ne pas le caster pour pouvoir continuer à détruire des cartes de ma main. Et ça fait pas mal le tour de ce que je peux faire. Les autres choses vont avoir évidemment rapport avec les cartes que l'on joue. Par exemple, si j'ai une relique en main, au moment où je la joue pendant mon tour, il va me dire de gagner une charge, fait qu'aller jouer, aller rajouter un petit jeton qui est ici. Ou je peux perdre 2 charges que j'ai déjà placées précédemment pour gagner 5 sous à dépenser. Une autre relique va me permettre de détruire une carte de ma main pour la transformer par une carte qui coûte jusqu'à 3 de plus. Un rubis va me permettre de gagner 2 sous au moment où je le paye, puis de gagner 1 sou de plus qui peut être dépensé uniquement pour acheter un sort, ainsi de suite. Fait que chaque carte que je joue va avoir un effet aussi particulier. Quand j'ai fini de faire mes actions pour le tour, là, disons dans ce cas-ci, j'ai préparé 2 sorts, on est clairement plus avancé dans la partie. J'ai préparé 2 sorts, dont un qui coûte 6, j'ai une charge qui a été placée, j'ai potentiellement focusé des trucs. Je vais avoir une zone de jeu, je vais avoir placé toutes les cartes que j'ai jouées pendant ma zone de jeu, sauf les sorts évidemment, parce que les sorts sont sur des portails. À la fin, dans ma drawing phase, premièrement, contrairement aux autres deck building, je ne jette pas les cartes que je n'ai pas jouées. Fait que dans ce cas-ci, il me restait un cristal en main. Je n'ai pas le droit de jouer ce cristal-là dans le vide sans rien faire avec lui. Si je le joue, je dois dépenser ce sou-là pour faire quelque chose. Il n'y a rien qui ne coûte qu'un. Donc, je vais le garder en main. Ensuite, et seulement à ce moment-là, toutes les cartes que j'ai jouées vont dans ma défausse. Ce qui veut dire que si j'ai acheté une carte pendant mon tour, j'ai payé 2 sous pour acheter une carte qui coûte 2, je mets la carte qui coûte 2 dans ma défausse. Je termine mon tour de jeu en gardant cette carte-là en main, et ce n'est seulement qu'à ce moment que je vais aller mettre les 2 autres cartes dans ma défausse. Super important, je mets les cartes dans l'ordre de mon choix. Dans ce cas-ci, j'ai 2 cristaux, ça ne change pas grand-chose, mais j'aurais pu avoir un beau cristal à 6 aussi dans mes mains. Une belle gemme qui coûte 6. Et là, je vais aller placer ça dans l'ordre de mon choix dans ma défausse. Disons que je le place comme ça. Je vais ensuite repiger pour me rendre à 5 cartes. Et comme tout bon deck building, si jamais j'ai 4 cartes, je dois en piger une 5e, et il n'y a plus rien dans ma pige, on va aller prendre ma défausse pour reformer un deck. Par contre, là, il y a une grosse différence avec les autres deck building. Ma défausse, je ne la brasse pas. Je la laisse dans l'ordre que je l'ai placé tout au long de mes tours de jeu où je défaussé mes cartes. Je fais juste le tourner, je le place ici, et ensuite je continue à piger. Ce qui veut dire que si j'ai des cartes que je veux placer ensemble parce qu'elles font un effet de combo intéressant l'une avec l'autre, avec le temps, dans la façon dont je défausse mes cartes, je vais pouvoir les placer l'une collée avec l'autre, puis toujours les piger comme ça. Fait que les tours de jeu vont continuer comme ça, tout simplement. Le prochain joueur qui va jouer, c'est au joueur 2. Fait qu'il va faire exactement la même routine. Il va commencer, s'il y a des sorts de préparer, il va pouvoir caster ses sorts et les défausser si c'est le cas. Puis ensuite, il va pouvoir placer ses sorts. Par exemple, lui ici, avec ses 4 cristaux, il pourrait décider, lui, il n'y a pas de portail devant encore, je vais pouvoir attaquer, je vais payer le 4 directement qui est là, d'un seul coup, pour ouvrir ce portail-là. Ensuite, comme deuxième action, je vais prendre un sort que j'ai de ma main, puis je vais aller le placer dans mon portail qui est ouvert. Mon tour est terminé. Je défausse toutes mes cartes dans l'ordre de mon choix. J'en pige 5 nouvelles. Si jamais j'ai besoin de piger puis j'en ai plus, je tourne ma défausse à l'envers pour reformer mon deck. Et je continue. Puis on va continuer le tour de jeu. Là, dans ce cas-ci, ça serait encore au joueur numéro 2. Fait que là, il pourrait commencer en castant son sort qui fait 1 point de dégâts et un effet spécial. S'il casse son sort, il l'envoie dans sa défausse. Et ensuite, avec ses 5 cristaux, il pourrait payer 3 pour focusser ici. Puis avec les 2 cristaux restants, acheter une gemme qui lui rapporte un peu plus de monnaie. Il pourrait décider d'acheter un cristal qui coûte 4, donc qui a un effet plus intéressant. Puis là, à ce moment-là, il garderait un cristaux dans sa main parce qu'il n'aurait pas pu le dépenser. Il pourrait commencer à charger son pouvoir dans le bas de sa carte, etc., etc., etc. Plus on ouvre de portail, plus on peut préparer de sorts en même temps, plus on peut faire des gros dégâts au Némésis. L'idée du jeu étant évidemment de battre le Némésis avant que le Némésis détruise la ville de Gravehold ou ne tue les 2 héros. Dernière chose à préciser, que se passe-t-il si un héros perd tous ses points de vie? La partie n'est pas terminée, comme je l'ai déjà dit. Tant qu'il y a un des héros qui lui en reste quelques-uns, un héros peut mourir sans que la partie ne se termine.
Par contre, il y a évidemment des conséquences relativement graves. Premièrement, ce joueur-là ne pourra plus gagner de points de vie. Il devient une espèce d'esprit qui va aider à défendre la ville de Gravehold. Il ne pourra plus gagner de points de vie. Si un effet désigne le joueur qui a le moins de points de vie disponibles, qui doit défausser des cartes ou perdre des points de vie, etc., ça va toujours être l'autre joueur ou celui qui a le moins de points de vie parmi les joueurs qui restent. Par contre, si un effet désigne ce joueur-là spécifiquement pour X, Y, Z raison, pour qu'il perde des points de vie, si par exemple on tournait une carte attaque qui disait celui qui a le plus de sorts préparés présentement perd 2 points de vie, ben celui-là a 0 sort préparé alors que lui en a 2. Donc lui devrait perdre 2 points de vie et il n'en a plus. À la place, on va aller doubler ces points de dégâts-là, fait que c'était supposé être 2, fait qu'on va en faire 4, puis on va les faire directement à la ville de Gravehold. Ce qui veut dire qu'une fois qu'un joueur meurt, la ville de Gravehold va s'endommager encore plus rapidement. Autre effet, ce joueur-là doit choisir un de ses portails qui est ouvert et le détruire, détruisant du même coup le sort qui est dessus s'il en avait un. Dans son cas à lui, il a un sort qui coûte 6 ici, il a un de ses sorts de base, ben, il choisirait son portail numéro 2. Le portail détruit sort de la partie, ce qui veut dire que ce joueur-là peut faire un sort de moins le reste de la partie, et la carte qui était dessus est également détruite. Le joueur va également perdre tous ses jetons charge qu'il avait accumulés jusqu'à ce moment. Il peut par la suite recommencer à se charger, mais au moment où il tombe à 0 point de vie, il perd tous ses jetons de charge. Et ensuite, la partie continue normalement. Fait que il y a quand même une grave conséquence. Ah, j'ai oublié un petit détail. Le vilain va faire son effet Unleash plutôt 2 fois. Fait que dans ce cas-ci, dans la partie en cours, on se rappelle que le vilain, son effet Unleash, c'est qu'il se rajoute des jetons de Fury sur le vilain, fait qu'il va le déclencher son effet 2 fois. Et comme chaque vilain a un effet Unleash différent, ben, quand un joueur meurt, ben, l'effet Unleash va aussi personnaliser le vilain, ça va faire un effet sur le vilain. Et après ça, la partie continue. Si le deuxième joueur perd tous ses points de vie, ben là, à ce moment-là, la partie est perdue et le vilain a gagné la partie. Alors voilà comment on joue à Aeon's End, que ce soit War Eternal ou que ce soit l'autre boîte de base. Fait qu'on va continuer à prendre les tours de jeu comme ça. Chaque joueur va prendre, dans une partie à 2 joueurs, chaque joueur va prendre 2 tours de jeu pendant que le Nemesis prend 2 tours de jeu, mais on ne sait pas dans quel ordre exactement. Fait qu'on va continuer comme ça jusqu'à temps que Gravehold soit détruite, que tous les joueurs soient morts, ou jusqu'à temps que le vilain, ses points de vie, passent à 0. Qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Pour moi, c'est l'un des meilleurs deck building sortis des dernières années. C'est probablement même l'un des meilleurs deck building, point. C'est un deck building qui est coopératif. J'aime beaucoup les jeux coopératifs. Le deck building, c'est une de mes mécaniques préférées aussi. Et pour décrire pourquoi je le trouve si bon, je vais commencer étrangement un peu par ses défauts. Les quelques défauts qu'il va avoir. Premièrement, au niveau du style visuel puis des composantes du jeu, c'est pas extraordinaire. C'est correct, au mieux. Puis même que c'est une deuxième édition, la première édition, les composantes étaient vraiment mauvaises et le graphisme du jeu était un peu moins que correct. S'il n'y avait pas eu des si bonnes mécaniques, le jeu n'aurait probablement pas survécu pour une deuxième édition. Fait que donc, on a des composantes, des petits cœurs, les tokens, etc. C'est correct, mais c'est pas extraordinaire. Le visuel du jeu, le graphisme, l'esthétique du jeu, c'est intéressant. On est dans une espèce de monstre post-apocalyptique où il y a des monstres qui sont apparus par des portails pour détruire l'humanité, puis certains héros ont été capables de canaliser l'énergie de ces portails-là pour contre-attaquer les monstres, puis là, on se protège tous dans la dernière ville de l'humanité qui s'appelle Gravehold. Le graphisme représente bien tout ça, mais il n'est pas extraordinaire. T'sais, si je le compare à un jeu que je viens de faire qui s'appelle Vikings Gone Wild, celui-là, le graphisme était extraordinaire. Le graphisme était vraiment excellent. Lui, le graphisme est correct. Mais dans les board games d'aujourd'hui, il aurait fallu que ce soit une petite coche en haut, mais ça se corrige d'extension en extension. Déjà, la deuxième boîte de base, War Eternal, a un meilleur graphisme, un meilleur esthétique que la première boîte de base qui est Aeon's End. Les deux sont entièrement compatibles, soit dit en passant, mais il y a quand même un meilleur graphisme dans la deuxième boîte de base que dans la première. Fait que ça, c'est au niveau de ses défauts. Le deuxième défaut principal, je dirais, c'est que le jeu ne s'ajuste pas super bien au nombre de joueurs. Je m'explique, dans une partie à 2 joueurs, dans une partie à 2, à 3 ou à 4 joueurs, il y a toujours 6 tours de jeu, 6 cartes dans l'ordre de tours de jeu. Si on joue à 2, il y a 2 cartes joueur 1, 2 cartes joueur 2, 2 cartes Nemesis. À 3, il y a une carte 1, 2, 3 et une carte Wild. La carte Wild, c'est qu'au moment où elle sort, les joueurs s'entendent entre eux pour décider qui va prendre le tour de jeu. Et si on joue à 4, il y a 4 cartes.
Il y a une carte par joueur, puis il y a 2 cartes Nemesis. Ce qui veut dire que si on joue à 2, notre deck se construit 2 fois plus rapidement que si on joue à 4. Le deck de vilain ne se construit pas de la même façon. Il y a plus de cartes si on joue à 4 que si on joue à 4, que si on joue à 2. Ça veut dire qu'on a plus de temps pour battre le vilain. Fait que même si notre deck se construit plus lentement, c'est supposé contrebalancer cet effet-là, mais ça ne le contrebalance pas vraiment. Le jeu est vraiment beaucoup très difficile à 4 joueurs comparativement à 2. Puis à 3, il y a un effet étrange, un petit peu alpha gamer, que normalement tu n'as pas dans ce genre de jeu-là, puis c'est un peu dommage. C'est que les joueurs moins expérimentés vont avoir tendance à laisser la carte Wild à un joueur plus expérimenté. Quand le Wild sort, puis on regarde qui la prend, qui fait quoi, puis là, il y en a un qui va dire hey, moi je peux faire telle affaire, le deuxième va dire moi je peux faire telle affaire. Puis le troisième, s'il est moins habitué de jouer, il va faire bon, c'est correct, faites une de ces deux trucs-là. Puis pour avoir joué quelques parties à 3, on a comparé des fois des decks en fin de partie, puis le joueur qui parle moins ou qui est moins expérimenté, il y a vraiment un deck moins beau que les deux autres, parce que la carte Wild, ou moins beau que l'autre, parce que la carte Wild c'est souvent un joueur plus expérimenté qui la prend, ça crée une drôle de mécanique. Fait qu'à 3, je l'aime pas super gros. À 4, je le trouve bien, mais difficile. Puis à 2, je trouve que c'est vraiment là qu'il shine. Le jeu peut même devenir un peu facile pour des joueurs expérimentés, mais chaque vilain a un step-up difficulty. Là, on peut monter sa difficulté pour s'ajuster si on joue avec des joueurs un petit peu plus expérimentés. Fait que ça, c'est au chapitre peut-être de ses défauts. Au chapitre de ses qualités, il y en a plusieurs. Les mécaniques du jeu sont extraordinaires. Les 3 choses, c'est un deck building relativement classique, mais qui vient avec 3 espèces de petits twists qui, selon moi, l'élèvent au-delà de la grande majorité des deck building. Je considère que de nos jours, les deck building doivent avoir quelque chose d'original à l'intérieur. S'ils n'ont rien à offrir, ils vont se perdre dans la multitude de jeux qui sortent continuellement. Lui, ces 3 choses. Premièrement, il y a l'ordre de tour de jeu qui est aléatoire, ça change énormément la stratégie. Le fait que l'ordre de tour de jeu est aléatoire, ça empêche en fait de prévoir d'avance qu'est-ce qu'on va faire dans tel ordre. On ne sait pas qui va jouer le prochain. Fait que je peux pas dire hey, moi je vais faire ça, après ça va être à toi, fait que toi tu pourras finir le minion que moi je viens de commencer, puis après lui va jouer puis il ira te chercher telle carte pour son deck. On peut pas s'entendre comme ça. Parce que ça se peut que moi je commence le minion, mais que finalement ça soit le Nemesis qui joue 2 fois, puis que le minion il a le temps de se déclencher 2 fois avant que ça soit à toi de jouer pour que tu le finisses. Fait que on n'a pas le choix de vivre avec une part d'inconnu au moment où on prévoit nos tours, prévoit nos actions, puis ça rend le jeu extrêmement intéressant. Deuxième chose que je trouve intéressant, c'est relativement mineur, mais je trouve ça quand même intéressant, c'est le fait qu'on ne défausse pas les cartes qu'on n'a pas jouées dans notre tour. La plupart des deck building, à la fin de notre tour de jeu, on met toutes les cartes qu'on a achetées, toutes les cartes qu'on a jouées, toutes les cartes qui nous restent en main, on défausse tout ça, puis ça s'en va tout dans notre défausse. Pas dans celui-là. Les cartes qu'on n'a pas jouées restent dans notre main, puis on fait juste repiger pour revenir à 5 au début de chaque tour de jeu. Ce qui veut dire que je peux prévoir des fois ce que je vais faire au prochain tour, en décidant que là, je sais que mes prochaines cartes, je devrais avoir 2-3 cristaux, fait que si je garde ces 3 cristaux-là, ça va m'en faire 6, fait que je vais pouvoir acheter la grosse carte à 6 qui est là, ou certains héros, par exemple, vont avoir un effet spécial que s'il prépare 4 sorts dans le même tour, il peut déclencher son effet spécial, puis réussir à faire une prouesse X. Fait que je peux garder mes sorts d'un tour à l'autre, puis à chaque fois que j'en pige un nouveau, je le garde, je ne le joue pas pour toutes les préparer en même temps, puis déclencher mon effet spécial. Il y a beaucoup de profondeur dans le fait que je peux garder certaines de mes cartes en main pour prévoir mon prochain tour. Ça, c'est super intéressant aussi. Puis l'aspect le plus original que j'ai pas vu encore dans un deck building que je trouve très intéressant, c'est que tu brasses pas ton deck, jamais. Pas une fois dans la partie. Et c'est même un effet négatif. Fait que certains monstres, certains Nemesis vont avoir comme mécanique de faire brasser le deck des joueurs, puis ça fait suer quand ça arrive, parce que toutes les cartes qui étaient placées dans un certain ordre pour que les mêmes cartes reviennent toujours ensemble, mais ça défait toutes tes affaires. Donc le fait que tu brasses pas ton deck, ça te permet de placer tes cartes dans un certain ordre, puis de créer les combos que tu veux créer. Une des choses frustrantes des fois qu'il y a dans les deck building, c'est que j'achète 3-4 cartes qui vont bien marcher ensemble selon moi, mais je peux finalement pas le tester parce que je les pige jamais en même temps. Celui-là, à force de placer telle carte en premier dans ma défausse, puis le tour d'après, placer telle carte en dernier, puis de continuer comme ça, je vais finir par rapprocher, puis à coller les cartes que je veux qu'ils aillent ensemble, puis à toujours les jouer ensemble. Fait que ces 3 particularités-là vont différencier ce deck building-là des autres selon moi, puis ça fait qu'il s'élève au-delà des autres. Son dernier point, puis son plus important probablement, c'est sa variabilité, sa rejouabilité.
Juste dans la boîte de base, il y a quelque chose comme 4 ou 5 reliques différentes, il y a 7-8 sorts, puis il y a 5 ou 6 gems différentes, en plus d'avoir 5-6 vilains, puis 5-6 héros. Fait que juste en mélangeant tout ça, on prend juste certaines gems, certaines reliques, puis certains sorts dans une partie, on choisit juste un héros chaque joueur, on choisit juste un vilain par partie. Ça crée des combos, des effets de variabilité entre les éléments du jeu presque infini tellement qu'il y en a. Juste le fait de changer le vilain, les vilains ont des effets très 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 différents les uns des autres. Rageborn, celui que j'ai montré dans la vidéo, à chaque fois qu'il ramasse un certain nombre de jetons, il déclenche une grosse attaque sur la ville, sur les joueurs, sur les cartes qu'on a dans les mains. Fait qu'il y a un effet qui lui est unique à lui. Un autre, Gatewitch, va rebrasser les cartes de ses cartes d'ordre autour de jeu à l'intérieur du deck, fait qu'elle va jouer plus souvent que les autres Nemesis. Un autre va donner des cartes de corruption aux joueurs, que quand on joue ces cartes de corruption-là, ben là, on est obligé de brasser notre deck, on mange des dégâts, etc., etc. Un autre va avoir un petit plateau, puis il va essayer d'ouvrir des portails lui-même, puis s'il réussit à ouvrir ces 4 portails, il va gagner la partie. Chaque vilain a un effet extrêmement différent, puis comme chaque vilain vient avec la mécanique du mot-clé Unleash, ça permet d'avoir des cartes génériques qui se personnalisent pour les vilains, parce que la carte va dire Unleash 2 fois, puis ensuite fait tel effet. Puis comme l'Unleash est unique à chaque vilain, ben chaque vilain garde son aspect unique, même s'il y a un gros paquet de cartes génériques qui est utilisé pour chaque vilain. Fait qu'il y a une super belle rejouabilité, même si on a juste la boîte de base. Puis ça, je pense que ça fait de ça, avec ces 3 twists dont j'ai déjà parlé, ça fait de Aeon's End, selon moi, un des meilleurs deck building sur le marché présentement. Je le recommande fortement, surtout qu'il y a un prix d'entrée qui n'est pas très très élevé. La boîte de base coûte comme 47$, ce qui n'est pas si pire que ça pour la quantité de matériel qui vient à l'intérieur. C'est peut-être un des avantages de ne pas avoir des composantes extraordinaires. Donc, Aeon's End, pour moi, 9.5 sur 10, un des très très bons deck building sur le marché. Je le recommande énormément. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez laisser ça dans le bas de la page comme à l'habitude. Il me fera plaisir d'y répondre. Entre-temps, je vais vous inviter à aller visiter nos pages Facebook, Twitter et à aller nous supporter sur notre page Patreon. On a toujours des beaux prix à vous faire tirer à tous les mois. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos sur lesquelles vous voulez que je fasse une revue, je vous invite à les laisser également dans la page de commentaires complètement en bas. Et on se voit une autre fois. Bonne fin de journée.